Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, comme je vous ai promis, on a construit une vidéo avec Patrick aujourd'hui pour répondre à vos questions. On a eu plusieurs questions par rapport aux deux premières vidéos que tu as fait. Donc, je vais te les poser, puis tu pourras répondre par rapport à ce que tu penses. Donc, la première des questions, c'est sur les végétariens. On remarque qu'il y a de plus en plus de végétariens. Il y a des végétariens qui ont demandé dans la vidéo si tu pensais que c'était possible d'avoir des bons résultats physiques en étant végétarien. Mais on parle vraiment bien de résultats physiques style magazine Men's Health, mais pas forcément en bodybuilding. Donc, c'est des gens qui veulent avoir un physique athlétique et qui sont végétariens. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Et puis, merci pour l'opportunité de partager un petit peu de mes connaissances aussi au niveau roman et suisse, français, disons comme ça. Alors, pour revenir à ta question, c'est clair que d'être végétarien, ça ne va pas simplifier les tâches. C'est tout à fait possible d'avoir un super physique, même en respectant les règles de l'être végétarien ou végan, mais donc en n'utilisant absolument pas de protéines animales. Si maintenant vous me demandez, est-ce que c'est la meilleure, la plus facile façon d'obtenir un corps en forme, musclé surtout, je pense que c'est clair que la protéine animale a des valeurs ou a des caractéristiques qui facilitent les tâches. Ça ne veut pas dire que d'être végétarien, c'est une limitation. Ça veut dire simplement qu'il faudra peut-être être encore plus intelligent, savoir exactement mélanger les sources protéines, peut-être intégrer un petit peu avec certains acides aminés comme la léocine, que beaucoup de protéines, ou la majorité des protéines végétales sont carentes, donc ils ont des carences de léocine. Au niveau glucides, c'est clair, il n'y a pas de limitation. Au niveau de l'entraînement, il n'y a pas de limitation. Donc la seule chose que je vois, c'est en termes de valeur biologique et d'assimilation de protéines. Mais on peut compenser ça, c'est clair, peut-être en utilisant un poil plus de protéines et en ajoutant des acides aminés, style la léocine. Donc c'est tout à fait possible d'avoir un super physique, comme tu me demandais, même en étant végétarien. Je pense que surtout à la longue, être végétarien, ça a surtout des avantages au niveau de santé. Donc, d'une côté, vous faites du bien à votre santé. De l'autre, c'est clair. Je répète, si vous vous préparez pour un Mister Olympia, je déconseille d'être végétarien parce que vous avez affaire avec des gens qui mangent des protéines animales, donc ils ont un petit avantage sur vous. Mais comme tu m'as demandé pour avoir un physique en forme, bien musclé, c'est tout à fait possible, sans aucun doute. Ok, donc tu m'as dit tout à l'heure que toi, ça t'arrivait de faire par exemple une semaine où tu manges quasiment pas de protéines animales et comment tu t'es senti à ce moment-là? Bah oui, avant de critiquer ou avant de prendre position sur certaines choses, j'aime les essayer. Donc, j'ai aussi travaillé avec des personnes qui étaient végétariens, mais c'est difficile de comprendre le résultat parce ils ont été végétariens depuis un moment. Donc, j'ai voulu voir sur moi, qu'est-ce que ça m'a comporté. Au niveau de l'énergie, j'ai gagné en énergie vitale. Donc, j'ai fait ça pendant presque 2 semaines. J'ai eu une beaucoup meilleure digestion. Au niveau de la force, franchement, j'ai pas vu une grande différence, presque pas. C'est clair, c'est les glucides qui ont plus d'impact sur la force. Je me suis senti très bien. Moi, personnellement, je m'excuse avec les végétariens, mais j'aime la viande, donc j'aime manger la viande. Donc c'est pas un choix éthique ou de performance. Je veux plus être un bodybuilder donc qui fait des compétitions. Donc pour moi, la masse musculaire n'est pas très importante. Ça me complique énormément la vie. Trouver des bonnes sources de protéines végétales, les cuisiner, c'est pas simple. Donc moi, mon choix de pas utiliser des protéines végétales, c'est strictement lié à la facilité et à le fait que j'aime la viande. Mais je me suis senti très bien, ouais. Ok, donc tu m'as dit que tu avais aussi lu pas mal d'études sur la relation entre certaines pathologies intestinales et la surconsommation de protéines. C'est quoi les pathologies que tu as remarquées qui étaient peut-être accentuées par la surconsommation de protéines? Ben, pathologie, peut-être c'est pas le mot juste, mais c'est fonctionnalité intestinale. Donc les protéines animales, surtout si on les utilise à des grandes quantités comme des bodybuilders sur long terme, ça rend le passage intestinal très difficile. Ok.
et se purifier, se nettoyer, donc ce nettoyage de l'intestin que le corps il essaye de faire, ça devient toujours plus et plus difficile. Aussi, la quantité de protéines a un impact direct sur le pH, surtout intestinal, qu'à long terme, ça peut créer des dégâts. Donc, c'est clair qu'avoir un intestin très fonctionnel, c'est facilité quand on utilise beaucoup de légumes, beaucoup de fibres et surtout des protéines végétales qui ont un impact structurel moins fort sur l'intestin. Donc, la fonctionnalité intestinale d'un bodybuilder qui a utilisé des protéines animales, la viande, pour beaucoup d'années, c'est clair, il y a une limitation parce que notre corps n'est pas fait pour digérer, assimiler autant de protéines animales sur tout ce temps. Donc, c'est clair, pour avoir une fonctionnalité intestinale parfaite, par exemple, ce que je fais après les concours, après des longues préparations, on réduit énormément l'apport de protéines parce que la protéine a quand même un impact assez fort, structurel sur l'intestin. Donc, je conseille même aux bodybuilders qui ne sont pas végétariens de réduire à presque rien ou au maximum 1 gramme par kilo de corps après une longue préparation, l'apport de protéines. Et en ce cas-là, utiliser des protéines végétales, ça aide encore plus la fonctionnalité intestinale, ça c'est clair. J'ai vu beaucoup d'études qui montraient une relation directe avec la régression de certaines tumeurs et l'utilisation des protéines végétales, parce que l'impact qu'une protéine animale a en termes de croissance cellulaire, donc n'importe quel type de cellule, est beaucoup plus important qu'une protéine végétale. Donc si on veut garder l'espèce santé, surtout si on a malheureusement des problèmes au niveau tumoral, c'est clair que la protéine végétale, c'est clair, et les études le montrent, a un effet très positif. Ok, donc c'est super intéressant. Tu parles de pH. Donc, quand on consomme trop de protéines, on a un pH plutôt acide, c'est ça? Exactement. Ok, puis on sait que l'acidité, c'est quand même le début de certaines pathologies. Beaucoup de pathologies, oui, tout à fait. Ok. Alors, il y avait encore une question que j'avais, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup à la vitalité, à la santé, et puis à tout ce qui est alternatif. Et puis, on remarque maintenant que le jeûne, le fait de faire des jeûnes, ça, c'était favorable pour la santé. Et pendant les périodes de jeûne, on utilise l'irrigation colonique. Et j'étais assez surpris en parlant avec toi de savoir que tu connaissais ça et que tu utilisais avec certains athlètes donc l'irrigation colonique. Donc, est-ce que tu utiliserais le jeûne et l'irrigation colonique pour tes athlètes? Et quels sont les points positifs et les avantages? Ben, de nouveau, c'est très simple. Dans l'intestin, il y a beaucoup de produits déchets qui s'accumulent. Donc, si ce qu'on introduit dans notre corps rentre plus rapidement de tout ce qui peut sortir, je sais, c'est un peu simple, mais c'est clair qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter quelque part. Et le travail intestinal, surtout l'intestin, il n'est pas fait, aussi une petite parenthèse, n'est pas fait pour euh, travailler sur autant de nourriture comme un bodybuilder. Surtout pas autant de nourriture en termes de protéines animales. Donc c'est clair qu'à un moment donné, on a commencé à avoir des accumulations, donc des effets secondaires. Donc la fonctionnalité intestinale, l'intestin doit être toujours le plus propre possible pour que les parois intestinales puissent assimiler bien notre nourriture. Et puis la vitalité et la motilité rester fonctionnelles. Donc c'est clair qu'à un moment donné, plus passe dans notre intestin, plus on va créer des dégâts au niveau intestinal, c'est normal. Alors après une longue préparation, de nouveau, on peut essayer de faire des mois et des mois de réduction de protéines où on change notre habitude alimentaire, et puis gentiment, notre intestin va se nettoyer, entre guillemets. Ou l'autre option, c'est comme tu as bien dit, faire des jeûnes où notre corps radicalement ne reçoit plus de nourriture et se purifie très très rapidement. Et puis un lavage, moi je l'appelle un lavage intestinal, donc purifier avec de l'eau, la force de l'eau, l'intestin, bah, ça fait tous ces procès beaucoup plus rapidement qu'attendre des semaines ou des mois en essayant de réduire l'apport de calories. Donc, laver notre intestin, après, ça, entre guillemets, ça félicite de nouveau la fonctionnalité et puis l'absorption des nutriments. Donc, pour un bodybuilder, c'est hyper important de pouvoir assimiler le plus efficacement possible la nourriture. Et à un moment donné, comme toutes les choses, comme l'estomac aussi, hein, si vous introduisez beaucoup de nourriture dans votre estomac, à un moment donné, la fonctionnalité, ça commence à réduire. C'est pas, le corps humain, c'est pas une machine où on peut jeter dedans ce qu'on veut, à quantité qu'on veut, sans avoir de réaction. Le corps est structurellement créé pour supporter un certain charge. Bah, si on dépasse cette charge trop lentement, bah, on va payer le prix. Donc, c'est bien, en sachant qu'on a créé du stress dans notre corps, d'essayer d'allévier ce stress,
de donner de nouveau une chance de récupérer aussi. On le fait au niveau musculaire avec des massages, on le fait avec des thérapies pour essayer de récupérer au niveau musculaire. Ben, la même chose, c'est au niveau digestif et intestinal. Donc, ça peut apporter que des effets positifs. Ok, donc là, j'entends certainement les gens qui regardent la vidéo avec leur petite peur dans la tête en disant, oh mais si je fais un jeûne, je vais perdre de la masse musculaire. À partir de quand tu commences à perdre de la masse musculaire? Vu que c'est tellement difficile à en gagner, donc en faisant un jeûne, est-ce qu'on peut perdre de la masse musculaire? Alors, c'est clair que c'est pas la même chose pour tout le monde. Ça dépend combien de temps on a mis pour construire notre masse musculaire. Alors, un bodybuilder ou quelqu'un qui s'entraîne depuis des années, c'est pas en 2, 3 jours de jeûne qu'il va perdre du muscle. Maintenant, un jeune qui s'entraîne depuis une semaine, c'est après une semaine qu'il commence à s'entraîner et avoir des petits résultats. Il fait un jour ou deux de jeûne, bah, probablement il recommence à zéro. Donc, c'est clair qu'une fois que vous avez atteint un certain niveau, faire des jeûnes, ça cause absolument pas de problème. Donc, il y a plusieurs façons de faire des jeûnes. Vous pouvez le faire journalièrement et puis manger le soir, comme le warrior diet ou l'intermittent fasting. Vous pouvez carrément faire 24 heures où vous introduisez beaucoup de liquide et certaines huiles dans le corps pour faciliter justement le nettoyage gastrique. Mais on ne perd pas de muscles en quelques heures, en un jour. Au contraire, ça stimule de nouveau la réceptivité insulinique. Ça stimule de nouveau le corps à vouloir accepter des calories, à manger. Donc, ces stress négatifs, entre guillemets, beaucoup de fois stimulent après l'absorption de nouveau au niveau des nutriments. Donc, ça peut avoir, à mon avis, plus d'effets positifs que négatifs. Maintenant, c'est clair, il ne faut pas le faire chaque semaine. Il faut faire peut-être chaque 2 mois, 3 mois, vous faites un jour ou 2 jours, où vous programmez systématiquement des semaines où vous réduisez votre nourriture, vous finissez avec un jeûne et puis vous recommencez à manger. Donc, c'est pas en faisant 24 heures de jeûne qu'on perd la masse musculaire, absolument pas, non. Ok, merci. Moi, je suis super content parce que tu amènes en fait une dynamique de santé dans la performance du bodybuilding. Et ça, je pense que c'est une de tes forces. C'est hyper intéressant de pouvoir amener cette dynamique de santé dans la préparation. Je suis d'accord avec toi, mais mon objectif est indirectement la santé. C'est clair, l'aspect positif de faire certaines choses, c'est être plus sain. Mais pour moi, comme entraîneur, l'être sain, ça veut dire pouvoir performer mieux. Ouais. Vous comprenez? Donc, si votre corps n'est pas en bonne santé, si au niveau intestinal, on n'assimile pas bien la nourriture, si vous n'avez pas une bonne comment dire, réceptivité vers la glucose, donc vous commencez à avoir un syndrome métabolique parce que vous avez mangé trop de nourriture, trop de sucre, trop longtemps. C'est pas seulement l'effet positif qu'on a sur la santé, c'est qu'on devient plus performant. Donc pour moi, en priori, c'est être plus performant. Et la performance, après un certain moment, est liée aussi à un corps sain. Si vous êtes sain, vous êtes performant. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous n'allez pas performer à 100%. Donc pour moi, d'abord, il y a l'aspect performance. Et après, on est aussi en bonne santé, bah, tant mieux. Ok, merci. J'ai encore la question dans la tête d'une personne qui posait, c'était le cheat meal. On entend parler sur Internet du cheat meal. Donc on sait que tous les coachs qui sont sur Internet conseillent de faire des cheat meals. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette approche-là? Bah, moi, je vais me rendre très impopulaire parce que je sais que tout le monde attend que Thior dise ah super, le cheat meal. Non, le cheat meal, c'est la plus grande connerie que ça existe au ce monde. Et je vous explique simplement pourquoi. Un cheat meal a raison d'être quand il y a certains procès qui se sont instaurés. Donc, le corps, il ne réagit plus à un régime, même hypercalorique. Donc, ça va dans les deux sens. Mais il faut pas oublier une chose. Cheat, ça veut dire que comment on dit en français cheat? C'est un repas de merde. Oui, mais cheat, ça veut dire que je triche. Ça Ah, veut un dire repas de triche, tricher. ouais. C'est un repas triche. Alors, d'abord, il faut avoir quelque chose sur lequel tricher. Donc, d'abord, il faut avoir fait un certain travail bien fait si on veut tricher sur quelque chose. Sinon, on triche sur quoi? On triche sur rien. Deuxième chose, le corps, il va assimiler des macronutriments. Ces macronutriments sont de la glucose, des acides aminés et des gras. Alors, si vous êtes habitué à manger du riz,
des pommes de terre, du poulet, du bœuf. Il faut simplement manger plus de ça. Alors, si vous êtes habitué à une certaine quantité de calories, normalement on fait ça dans une phase où on déprive le corps de calories. Simplement manger plus de ce que vous mangez déjà. C'est pas un cheat, c'est juste un recharge, entre guillemets. Alors, c'est moins cool de dire recharge que de dire cheat, parce que cheat, maintenant, c'est cool. Mais ça vous fait rien de bien. D'assimiler la nourriture d'une pizza ou d'un hamburger, c'est moins efficace que de l'assimiler en mangeant plus de riz ou plus de saumon ou plus de blanc d'œuf. Parce que la qualité de la nourriture est inférieure. Introduire quelque chose qui est frit ou des produits laitiers auxquels on n'est pas habitué, ça n'apporte aucun avantage que psychologique. Ouais, Alors, exactement. si psychologiquement, en mangeant une pizza ou en mangeant un hamburger, ça vous fait extrêmement bien parce que vous êtes à 5% de gras corporel et puis vous êtes en train de mourir pendant le régime, je peux comprendre qu'on puisse se manger une pizza parce qu'on en a besoin ici. Mais au niveau du muscle, il y a les acides aminés et les acides gras qui arrivent, et la glucose. Donc, si le corps il doit l'assimiler sur des hamburgers, des pizzas ou Dieu sait quelle nourriture on mange, ce n'est pas efficace. Parce que le corps, les enzymes digestifs et tout ne sont pas habitués à ce genre de nourriture. Donc moi, je conseille, si vous avez besoin de plus de calories, mangez des bonnes calories. Rajoutez des huiles polysaturées, des huiles végétales, l'huile d'olive, de l'huile de colza. Mangez du saumon si vous voulez un peu plus de gras. Mais pas manger des hamburgers. Le corps, il ne connaît pas la différence. Il sait seulement si la nourriture qu'il reçoit est bien structurée pour lui, donc c'est quelque chose auquel il est habitué, ou c'est quelque chose qu'il ne reconnaît pas. Donc le ventre va se gonfler jusqu'à ici, vous allez être léthargique, mais la qualité de la nourriture, ça ne va rien faire. On est ce qu'on mange. Donc en mangeant un hamburger ou une pizza, pas forcément vous avez fait positif, si, seulement au niveau psychologique. Et moi, j'ai affaire avec des athlètes très très motivés. Donc ce que je fais systématiquement, j'introduis plus de calories. Mais je ne fais pas manger une pizza ou un hamburger dans lesquels je ne sais pas combien de calories il y a dedans, je ne sais pas combien de protéines, je ne sais rien. Donc ça, c'est une excuse des gens qui ont besoin de quelque chose pour allévier les peines du régime. Donc un cheat meal, c'est quelque chose qui est absolument pas nécessaire. C'est substituer avec de la bonne nourriture, juste en quantité majeure, peut-être en donnant un peu plus d'importance au gras en ce cas, qui ralentit un petit peu tous nos systèmes, ça nourrit un peu mieux, disons, de point de vue de la force nutritive, mais pas manger des frites, des hamburgers ou quoi que ce soit, quoi. Donc moi, je suis tout à fait contre le cheat meal traditionnel. Je suis pour plus de calories, mais de bonne qualité. Ok, merci Patrick. Et la dernière question, c'était sur les fruits. Donc, on avait parlé, t'avais parlé des fruits la dernière fois, comme quoi c'était pas forcément la meilleure des solutions pour rester sec. Il y a une personne qui a demandé si tu pouvais expliquer un petit peu plus pourquoi le fruit n'est pas bon pour une préparation à la sèche l'été. Ben, c'est très très simple. La fructose, donc la majorité des fruits contiennent de la fructose. Il y a des exceptions. Par exemple, la banane, plus elle mûre juste, Ouais. plus elle contient de la glucose. Parce qu'on parle de l'amidon, donc la maturation, ça crée de la glucose. Donc il y a très peu de fructose. Donc il y a des fruits qui sont un peu particuliers, on peut utiliser. Mais simplement, la fructose est un monosaccharide, donc un sucre simple qui est métabolisé exclusivement en glycogène, donc en réserve de sucre à l'intérieur du foie. Donc c'est du glycogène hépatique. Et pour faire ce procès, le corps, il a besoin d'un enzyme qui prend le dessus sur tous nos procès de fabrication de glycogène musculaire. Donc c'est une information qu'on ne veut pas trop donner à notre corps, parce que dès que le foie il commence à avoir des quantités de glucose, donc de glycogène trop importantes, on n'arrive plus à perdre du gras. Parce qu'un foie bien nourri, un foie plein, n'utilise plus des acides gras comme énergie. Donc on va, avec la fructose, seulement remplir nos réserves hépatiques, et après, la capacité de stocker au niveau du muscle est réduite, plus le foie il est plein, et aussi la capacité d'utiliser des acides gras comme énergie aussi commence à diminuer si le foie il est bien nourri. Donc pendant un régime, c'est extrêmement important que le foie il soit vide, entre guillemets, toujours besoin de nourriture, et la fructose, ça n'a pas de raison d'être si on veut mettre l'accent sur la perte de poids. Autant chez un homme que chez une femme. Les fois, chez un homme et une femme, ça marche exactement de la même façon. Au contraire, la femme a encore des estrogènes encore
qui facilite, donc si le foie il est bien nourri, la transformation de glucose en glycérine, en triglycérides est encore accentuée grâce à l'estrogène, aussi dû à la quantité de rétention de sodium qui est plus élevée. Donc la femme doit faire encore plus attention. Mais attention, Tuor, il dit qu'il ne faut pas manger des fruits ou, de nouveau, ça va créer une explosion nucléaire. Ouais. Mais au niveau athlétique, c'est clair, c'est la meilleure solution. Pour être en bonne santé, pour avoir des bonnes vitamines, c'est clair, les fruits, ça va extrêmement bien. Mais on parle d'efficacité de régime. Donc pendant certaines périodes, limiter la consommation de fructose à 10% de la quantité totale de glucides, ça aide énormément. Les éliminer, encore plus. Ok, j'espère que ça vous aura aidé. Il y a beaucoup de valeur dans cette vidéo. Moi, je te remercie pour ta disponibilité. C'est vraiment sympa. Et je crois que les gens apprécient beaucoup. Donc, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Vous laissez des commentaires en dessous. Et puis, on pourra répondre dans la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Merci.